Si je vous dis « l'histoire est écrite par les vainqueurs », vous me dites « Oui. Seigneur, c'est toi ?» Bah non, c'est moi, connard. Mais t'es arrivé quand? Au montage. Alors je t'imagine dans ma tête? Ou alors peut-être que t'es mort sans t'en rendre compte. Merci, ça m'aide beaucoup. Tu veux mon avis là-dessus? Absolument pas, non. Nickel, alors partant de cette phrase, je me fais une réflexion, c'est que si les vainqueurs écrivent leur histoire, qu'arrive-t-il à un peuple qui n'écrit plus? Tu vas vouloir développer? Oh oui, alors accroche-toi à ton verre mon chou parce que c'est parti pour 10 minutes de monologue. Je m'explique. Si les vainqueurs écrivent l'histoire, c'est tout simplement parce que cette phrase est prise dans un contexte guerrier, et donc chez le vainqueur, il reste du monde pour l'écrire. Ça se tient. Mais aussi parce que le vainqueur a la légitimité de la raconter de la façon qui lui convient. Pourquoi? Parce qu'il a gagné. Non mais pourquoi il la raconte? Oh, excellente question, jeune padawan. Parce qu'un peuple qui raconte sa vie reste le vainqueur pour la postérité. Les générations futures, qui n'auront pas connu cette guerre, ne s'en souviendront que parce qu'ils l'auront lu. Partant de ça, le vainqueur raconte l'histoire parce qu'il le peut, et parce que parfois il le doit. Un conquérant racontera lui-même son épopée afin de justifier ou enjoliver ses actions au regard de ses contemporains et futurs lecteurs, ou les enjoliver à mort quand il a fait des saloperies. Par exemple, dans sa guerre des Gaules, Caius Iulius Caesar... Qui ça? Jules César. Oh putain. J'avais jamais réfléchi à comment ça sonne en latin. En breton, ça fait quai, c'est comme notre sonneur. Alors tu devrais écouter la sonorité des noms et des langues telles que prononcées à l'époque. Tu vas te dire, mais what? Segomaros Vilonius Totius Namausatis Eioru Bellesa Misosi Nemeton. Murmurat enimi minacque iactat multitudo, que etiam vos atque domos vestras. Fadaruns thuin himinam, vichie namos queme ricciasi. Je vous remets à la grande chronique pantagruéline, reconnue estre la généalogie et antiquité dont nous êtes venus Gargantua. Chlodwig, Clothar, Théodric, Eudo, Heimeric ou Hendrik, Rodebert. Bref, je disais donc que dans sa guerre des Gaules, Caius Iulius Caesar a vendu les Celtes de Gaule comme des bouseux barbares voués uniquement à la guerre, sans esprit de famille, pratiquant les sacrifices humains et priant Mercure, Mars et Apollon. S'il y a du vrai dans ces descriptions, c'était soit faux, soit réducteur, soit très incomplet. Les Gaulois étaient certes dédiés à la guerre, surtout entre eux, mais c'était aussi une société complexe, aux artisans talentueux, aux individus obsédés par l'hygiène et leur image, qui inventèrent le savon et les tonneaux, et surtout dont le meneur Brennos avait éclaté les Romains en moins 390, prononçant à cette occasion la fameuse phrase « Vae victis », malheur aux vaincus. Mais Rome n'était pas beaucoup plus avancée technologiquement et beaucoup plus nombreuse que les Gaulois? Pas à ce moment-là. Rome exerçait une suprématie militaire incontestable sur un petit dixième de l'Italie actuelle. Je savais pas. Pourquoi? Parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs? Je suis si fier de toi. Tiens, prends un Skittles. Marie. Mais c'est du maïs! Et oui, pas de bon bec pendant la sèche. En moins 390, Vae victis, malheur aux vaincus. Brennos et ses troupes repartent de Rome plus riches que jamais, laissant derrière eux un peuple traumatisé pour les 4 siècles qui suivront, sauf que les Gaulois sont de tradition orale, uniquement transmise par les bardes, des druides au service de l'instruction des jeunes. En moins 50, Rome prend sa revanche, colonise la Gaule et écrit sur sa victoire. Laissant une Gaule romanisée, dont la population n'a presque pas changé du point de vue ethnique, mais dont la culture et les mœurs vont se fondre dans le monde latin progressivement. En 4 siècles, presque plus personne n'a le gaulois comme langue natale, mais le latin vulgaire. Les gens prient toujours Essus et Lugus, mais les appellent Mercure, Taranucos devient Jupiter, Carnunos devient Apollon, et Teutates, le dieu protecteur du peuple celte, disparaît tout simplement des cultes. Pourquoi tu me racontes tout ça? Je vais t'expliquer le fond de ma pensée avec un petit schéma. Ici, P représente un peuple, V représente la victoire, et H l'histoire. Un peuple qui obtient la victoire peut raconter son histoire aux plus jeunes. Tu suis? Bah ça va un peu vite, mais j'essaye, ouais. Maintenant, imaginons une période suffisamment longue pour que plus personne ne puisse s'en souvenir. Alors un peuple qui raconte son histoire peut encore se présenter comme vainqueur. Ce graphique n'a aucun sens, on est d'accord? Ah bah c'est sûr, je compte pas sur le prix Nobel de YouTube. Mais tu vois l'idée. Admettons. Eh bien, si tu supprimes l'histoire, si tu ne l'écris plus ou ne la racontes plus, comment un peuple peut-il se souvenir qu'il est ou a été vainqueur? C'était une très longue démonstration pour une phrase aussi courte. Certes. Mais j'aime bien raconter les histoires, et l'introduction de cette vidéo d'introduction est désormais terminée. What the fuck? Pendant très longtemps, nous avons raconté qui nous étions. Notre littérature est reconnue pour sa richesse, sa variété et son impact sur notre société comme sur les sociétés étrangères. Ces personnages sont devenus des références, des stéréotypes qui nous racontent ce qu'était la France, l'Europe et le monde.
Nos auteurs nous ont raconté la vie des grands, riches ou pauvres, et à travers ces milliers de destins, nous ont raconté qui étaient les Français, leur époque et celle qui les précédait. Aujourd'hui pourtant, deux choses m'obsèdent. La première, c'est que les jeunes, je cite, ne lisent pratiquement que pour travailler. Et moins de 50% de la population française lit quotidiennement. L'autre chose, c'est qu'à notre époque, l'offre est tellement gigantesque qu'au final, peu d'œuvres ont une réelle portée intemporelle, et peu resteront dans la mémoire collective. La littérature n'est aujourd'hui plus le vecteur de transmission des grands personnages, des grandes œuvres et de la grandeur des nations. Aujourd'hui, c'est la vidéo qui permet le mieux de transmettre ces messages. Facebook et Instagram, par exemple, regorgent de milliers de vidéos sur la culture française, ses traditions, ou sur des grands personnages, réalisés par des médias, des reporters, ou des Français qui veulent juste se souvenir de qui ils sont. Excellent! Excellent! Sauf que la loi des réseaux sociaux fait que ces contenus ne sont exposés qu'auprès des gens qui veulent les recevoir. Soit vous êtes déjà abonné aux pages qui les produisent, soit les algorithmes vous poussent ces contenus parce que vous consommez déjà des contenus similaires. C'est le cinéma aujourd'hui qui touche le plus de monde. Ce sont les films dont on se souvient et qui peuvent réellement marquer une génération et rester dans les mémoires collectives. Saurais-tu me dire, cher ami, quels sont les meilleurs à ce jeu ? Qui sont les meilleurs pour raconter leur histoire? Quel pays cultive plus le patriotisme par ses productions cinoches que les United States of America? Sont forts ces ricains. Très. As-tu remarqué que le cinéma français, en revanche, est depuis quelque temps devenu incapable de produire de la grandeur dans ses films grand public? Amuse-toi à chercher les meilleurs films sur l'histoire de France. Des résultats, tu vas en trouver, c'est sûr, et de très belles œuvres. Les Rois Maudits, qui l'aveu même de George R.R. Martin, est à l'origine de Game of Thrones. Cyrano de Bergerac, La Reine Margot, Le Bossu, la 317e section, Paris brûle-t-il, La Chambre des officiers, Effroyable Jardin, Long dimanche de fiançailles, Joyeux Noël, Les Femmes de l'ombre, Force spéciale, Agent secret. Et non, je ne parlerai pas de la bouse qu'est Vercingétorix, qui est pourtant sortie la même année que Gladiator. Sans déconner, ça vous étonne pas de jamais être allé au cinéma pour voir Clovis, Charlemagne ou Napoléon? Parce que sinon, pas grand-chose. Ou alors des films pour rigoler. La Grande Vadrouille, Les Visiteurs, Philibert, Fanfan la Tulipe. Des films pour pointer les erreurs du passé. Indigène, Germinal, J'accuse, Le Pantalon, La Rafle. Et surtout des films écrits par les autres. Et c'est peut-être ce qui me frappe le plus. Pourquoi, mille dieux, pourquoi laisser le soin aux autres de produire notre histoire dans des formats qui marchent? Les films grand public peuvent avoir un sens profond, mais souvent des visuels accrocheurs, une narration simplifiée, un marketing de malade, et surtout la volonté de le toucher, ce grand public. Pas des films d'auteur. Le jour le plus long, Il faut sauver le soldat Ryan, Inglourious Basterds, Le pianiste, Le Beau masque de fer, Le chef-d'œuvre 1917, Kingdom of Heaven, Dunkerque, Fury, Le dernier duel, Le roi, Nightfall, sont autant de films et de séries dont tout ou partie se déroule chez nous. Morte couille, pourquoi les autres racontent notre histoire? Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas utiliser le fourmillement de talent qu'il y a en France pour raconter qui nous sommes, ce que nous avons accompli et ce que nous savons faire? Si on ne s'empare pas nous-mêmes de notre roman national, d'autres le feront à notre place. Au hasard, les Anglais par exemple. Avec le super film qu'est The King, qui nous raconte l'ascension d'Henri V, joué d'ailleurs par un franco-américain, où il est présenté comme un roi pacifiste et humaniste, là où Richard Vaughan, historien britannique, le décrit comme, je cite, l'un des produits les plus agressifs et sournois d'une époque de violence et de duplicité. Et où son rival, le dauphin Louis de Guyenne, ce bouffon arrogant, grossier, maladroit, tueur d'enfants qui ridiculise le royaume de France, n'était même pas à la bataille d'Azincourt. Jean Telet nous raconte d'ailleurs que Georges V, à l'issue de cette bataille, fit mettre tous les morts français à poil, leur fit défoncer la gueule à coups de masse et retirer toutes les chevalières afin que les familles ne puissent même pas reconnaître leurs défunts. Les Anglais sont d'ailleurs en train de construire la nouvelle gare d'Azincourt. Ce serait dommage maintenant que l'Eurostar ne passe plus par la gare de Waterloo. Eux ne perdent pas le nord. Sans parler de Révolution, produit par Netflix. Je vais pas pouvoir vous en parler en détail parce que j'ai pas réussi à dépasser le premier épisode. Le petit inspiré de faits réels n'excuse pas le parti pris historique insultant qui est fait. Surtout quand le scénario ne prend même pas la peine d'utiliser une vraie symbolique pour désigner son méchant. Le sang bleu, c'est la noblesse. Ça s'appelle comme ça depuis des centaines d'années. Si on ne s'empare pas nous-mêmes de notre roman national, d'autres reprendront ce qui les arrange et oublieront tout simplement nos faits. Même lorsqu'on était dans le même camp. Vous les voyez venir? Les Anglais? Par exemple, le film Dunkerque, sorti en 2017, retrace l'opération Dynamo de 1940. Il s'agissait de l'évacuation en catastrophe des armées anglaises et françaises face à ces salopes de nazis qui avaient traversé la Belgique, pourtant neutre. Un film magnifique et poignant, une véritable course contre la montre pour sauver l'armée anglaise. Sentant le vent tourner, les Anglais ont abandonné l'île pour rejoindre Dunkerque, sans prévenir l'état-major français,
qui leur donna pourtant la priorité lors de cette évacuation. Bilan de l'opération, sur les 400 000 soldats britanniques, 338 000 parviendront à s'enfuir vers l'Angleterre sur les 800 bateaux français et anglais qui ont été mis à leur disposition. Le tout grâce au sacrifice héroïque de 30 000 soldats et civils français qui combattirent 3 jours durant jusqu'à épuisement de leurs munitions. Des Français, dites-vous? Ouais, il y en a quelques-uns. Montrés et traités comme des lâches, se cachant dans la cale d'un bateau. À l'époque, Churchill et même le général allemand avaient insisté sur l'héroïsme et la bravoure des Français qui s'étaient sacrifiés pour eux. Ce film est une drôle de façon de leur rendre hommage. Enfin, si on ne s'empare pas nous-mêmes de notre roman national, d'autres reprendront tout simplement nos héros. Un exemple? Bien sûr, cher ami. Le Dernier Samouraï nous raconte l'histoire de Nathan Algren, un officier américain alcoolique envoyé au Japon pour y entraîner les troupes impériales lors du basculement de régime face au dernier shogun, où il trouvera la rédemption, son honneur et la voix des samouraïs. Un film splendide visuellement, une histoire magnifique qui embellit avec panache le destin de Jules Brunet, un polytechnicien français envoyé en 1867 par Napoléon III pour aider le shogun Yoshinobu Tokugawa, détenteur du pouvoir politique, face au Mikado, l'empereur, lui-même soutenu par les Anglais. Attends, mon super sang d'araignée est en train de m'avertir d'une perturbation dans la force. Oui, moi aussi. Regardons du côté des US maintenant. Leur construction d'influence franc-maçonne, et c'est pas une théorie complotiste, c'est assumé et documenté, a chargé cette nation de symboles puissants. Le drapeau, l'aigle, la déclaration d'indépendance, etc. Autant de symboles qui portent un patriotisme vibrant chez eux. Les mecs sont trop forts en patriotisme, et trop forts en cinéma, et trop forts en thunes, et trop forts en soft power. Ce qui fait qu'ils ont des catalogues gigantesques sur eux-mêmes, à tel point que je suis certain que si demain les extraterrestres arrivent vraiment, ils atterriront vraiment à New York ou à Los Angeles, ne pensant qu'il n'y a que des Américains sur notre bonne vieille planète bleue. Mais figure-toi que ce sont pas les seuls. Non, et si. Alors certes, c'est très souvent produit et ou réalisé et ou joué par les Américains, mais c'est parti pour un petit tour du monde des productions. Bon là pour le coup, à skip, 2 ou 3 films ont parlé d'une certaine période de leur histoire. Toi-même tu sais. Mais Barbarians vaut grave le coup. Ça parle des Teutons, un peuple qui résista face aux légions romaines grâce à un ancien décurion, lui-même teuton. Un destin qui rappelle fortement Vercingétorix 60 ans plus tôt. Alors je vous parle pas de cette série parce que je suis dedans, ça ferait de moi un connard. Mais ça fait une dizaine d'années que les Vikings ont remplacé les vampires, qui avaient même remplacé les zombies comme sujet stylé pour les films notamment d'action et d'aventure. Et sa suite. Évidemment, niveau réalisme, on n'y est pas. Mais ça nous montre 2 approches très différentes de la défense des cités grecques au moment de l'Antiquité. Une approche purement militaire et autocratique à Sparte, versus la démocratie patriote d'Athènes. Et maintenant, c'est à nous. C'est l'heure de notre plan Marshall à nous. C'est quoi le plan Marshall? Sérieux, tu trouves pas que la vidéo est déjà suffisamment longue? Tu veux vraiment que je reparte en vrille pendant 5 minutes? Bah 5 minutes non, c'est trop te demander de synthétiser. Alors le plan Marshall, officiellement appelé le European Recovery Program, est un programme américain de prêts accordés aux États européens pour financer la reconstruction des villes bombardées pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces prêts étaient assortis de la condition d'importer pour un montant équivalent d'équipements et de produits américains. Vous la voyez venir la douille? Or, dès son apparition, des critiques considéraient qu'il s'agissait en réalité d'un plan de soumission aux États-Unis. Économique d'abord, puisqu'il faut rembourser les prêts, culturel, philosophique et esthétique ensuite, puisqu'il fallait les leur acheter. D'ailleurs, De Gaulle et Malraux ont cherché dès 1958 à, je cite, refuser à l'Amérique matérialiste le droit à la primauté culturelle. Le soft power américain est une réussite totale, puisque je vous parle de films américains que vous regardez sur Netflix, que vous aviez découvert sur Facebook à l'époque. J'écris ce texte sur Google Doc avant d'en faire le montage sur DaVinci Resolve pour vous prévenir sur Instagram que je la publie sur YouTube. Oh, un autre exemple, dans une de ses toutes premières études en août 1944, l'IFOP a demandé quel pays a le plus contribué à la défaite des nazis. Le résultat en août 1944,
en mai 45, en 94 et en 2004. Oh putain. C'est ça le soft power qui a permis le plan Marshall. Ok, comment s'y prend pour le nôtre? Voilà mon idée. Je rêve depuis quelque temps d'écrire un film sur une des plus grandes figures de l'histoire de France. Le problème, c'est que je n'ai aucune formation en mise en scène, réalisation, écriture de dialogue, ni quoi que ce soit. Et l'idée de cette chaîne, c'est justement d'apprendre ces compétences en autodidacte pour vous les retranscrire en vidéo. Dans l'année qui vient, je vais écrire mon film, détailler chacune des étapes du processus dans des vidéos plus courtes que celle-ci, et j'espère d'ici un an et demi pouvoir le proposer à des studios pour le réaliser. Le but, c'est de permettre à d'autres de se lancer à leur échelle, et qui sait, peut-être donner l'envie à certains de réaliser des vidéos sur leur ville ou village, un personnage, un événement historique, leur géographie, etc. Bref, aider les Français à parler de la France. Et il y a déjà plein d'initiatives qui existent. Tout ce qui peut rendre aux gens leur fierté d'être français me semble être une démarche positive. Et Dieu sait si les sujets à traiter sont innombrables. Clovis, pour le coup, la naissance même d'une nation a peu souvent eu autant de panache. Charlemagne, empereur qui fut le premier à promouvoir l'école pour tous les enfants. Charles Martel, qui repoussa l'invasion sarrasine arrivée jusqu'à Poitiers. Saint Louis, déjà considéré comme un saint, même de son vivant. Ou sa mère, Blanche de Castille, qui pourrait faire l'objet d'un film à elle-même. François Ier, le Golgoth de 2 mètres qui pose en tutu parce qu'il n'est pas seulement bon à la guerre, mais aussi développeur des arts et initiateur de la Renaissance. Louis XIV, Napoléon, Georges Clémenceau, Charles de Gaulle est une exception, puisqu'il y a déjà eu 2-3 films géniaux à son sujet, notamment l'an dernier. Ça sent le vestiaire ici, hein? Tu veux des femmes? Facile. Catherine de Médicis, Sainte-Geneviève, Aliénor d'Aquitaine, Anne de France. Beaucoup de figures d'État quand même. Des artistes? Allez, Eugène Delacroix, Paul Cézanne, Claude Monet, Camille Claudel. Des auteurs, Jean de La Fontaine, Georges Sand, Alexandre Dumas, Madame de Staël, Victor Hugo, la Comtesse de Ségur. Les Lumières, Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu. Des militaires, Joséphine Baker, Eugène Bullard, il faut connaître Eugène Bullard. Marie Marvin, il faut absolument connaître Marie Marvin. La bataille de Cameron, le fait que la France soit réputée être le pays avec le plus de victoires militaires au monde. Et t'as pas peur que tout ça soit... Orienté politiquement? Si, très. Or, je veux que ce soit parfaitement neutre. Mettre en valeur, oui. Promouvoir un héritage, oui. Pas de la propagande. C'est pas ce que je veux faire, et c'est pour ça qu'il faut que le projet soit absolument inattaquable sur le plan des faits. J'en reparlerai. Bon, et du coup ce sera 100% français? On verra. Je veux faire un film bien de chez nous, malheureusement on ne produit pas de caméra, pas de logiciel de montage, etc. Mais pour tout le reste, c'est putain d'open bar. On a des acteurs, caméramans, costumiers, musiciens, décoristes, studios d'effets spéciaux, il n'y a plus qu'à se servir. Et le payer évidemment. Il y a même des mecs qui ont déjà produit ces contenus qui vont m'aider. Et comment tu vas t'organiser? Je vais évidemment le découvrir au fur et à mesure de mon apprentissage, de mes rencontres, visites, etc. Mais la prochaine vidéo traitera des grandes étapes de création d'un film, expliquer le flux de travail, et c'est en fait ce qui fera le fil conducteur de toutes mes prochaines vidéos. Ensuite, une vidéo pour résumer la vie du personnage dont mon film parlera, et qui sera évidemment la trame principale de mon scénario. Et enfin, chaque grand sujet fera l'objet d'une vidéo. Parti pris artistique, choix de mise en scène, écriture des personnages, écriture des dialogues, etc. etc. Cool, cool, cool. Et du coup on peut croquer? Ce serait sur qui ce film? La plus grande femme de France. Rose-Marie Schaeffer. T'es lourd. La chaîne s'appelle Rappelle-toi, parce que le but c'est d'offrir aux Français de se rappeler d'où ils viennent, et également en référence à un chant militaire que j'écoute à chaque fois que je me pose à mon PC pour travailler sur la plus grande femme de France, Jeanne d'Arc. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette première très longue vidéo. J'ai vraiment hâte de vous partager ce que je vais apprendre sur l'écriture d'un film, ce que je vais découvrir sur La Bergère de Don Rémy, et évidemment vous partager les idées que j'avais cumulées depuis déjà quelques mois. Pour suivre ce projet, je voulais vous faire part d'une offre de lancement, vu que c'est la première vidéo. Le like, le commentaire et l'abonnement sont gratuits dans la minute qui vient. Je fais ça pour vous, c'est un sacrifice. Le like et le commentaire, ça va m'aider moi à faire monter la vidéo dans le référencement et toucher un petit peu plus de monde. L'abonnement, ça va vous aider vous, si vous activez la cloche, à être prévenu de la prochaine vidéo, vu que je n'ai aucune idée du rythme de publication. D'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite d'être heureux, de faire de belles rencontres, de belles choses, et surtout n'oubliez pas, putain c'est beau la France.